Bonjour à tous les amis, j'espère que vous allez bien. Donc on se retrouve dans une nouvelle vidéo. Donc on va bientôt atteindre les 1000 abonnés. On est à 997 abonnés, donc il était plus que temps. Donc n'hésitez pas à soutenir la chaîne, à vous abonner, à liker, à partager, à laisser un petit commentaire, etc. Ça fait toujours plaisir. Moi c'est du contenu que je donne gratuitement et je fais un travail de synthèse, c'est-à-dire que j'essaye de vous faire comprendre et de vous amener des réflexions complexes de manière le plus simple pour tous et que ça soit accessible à tous, d'accord. Et du coup aujourd'hui comme thème que je trouvais intéressant, c'est le thème de la régénération. Donc je vous ai sélectionné différents compléments et différentes plantes pour trouver un moyen d'aider votre corps à se régénérer, que ce soit au niveau des nerfs, du cerveau et des articulations, au niveau du cartilage notamment. Donc je pense que ça va vous intéresser au niveau de l'ADN. Donc on va faire un petit panorama de la régénération et je vous amènerai toujours des petits détails de compréhension qui feront toute la différence et qui vous aideront à penser par vous-même. T'as vu, il fait un petit reflet, mon petit truc. Donc, on va commencer tout simplement par démarrer par la plus petite unité au niveau biologique. Donc, c'est la cellule. Et donc, je vais pas vous refaire une vidéo de biologie cellulaire. Celle-là, je vous l'ai déjà faite si ça vous intéresse, qui s'appelle Cellules et fascia. Mais on va reprendre dans cette vidéo le principe de la protéine P53. Donc je vous parle de ça parce que la cellule, elle détecte son environnement mécanique et elle convertit ça en signaux chimiques. Et du coup, la cellule est elle-même un modèle de intégrité biologique. C'est-à-dire qu'on a vraiment, comme je vous en avais parlé, cette respiration cellulaire. Donc la cellule doit gonfler. Pour ça, elle a besoin d'énergie, donc elle a besoin d'ATP, mais elle a aussi besoin de place et elle a besoin d'oxygène pour convertir ça en CO2 et en molécules d'eau, pour que le système soit lubrifié. Et donc, si une cellule détecte un danger, et ben, ce qui va aider la cellule à réparer l'ADN, donc un danger c'est un stress, vous comprenez, on parle de stress oxydatif, et ben ce stress va faire intervenir une protéine dans la cellule qui va s'appeler la protéine P53. Donc c'est une protéine, et je vous rappelle que les protéines aident à intégrer les processus émotionnels et les signaux douloureux, et en gros les protéines c'est le langage du corps, et vont permettre aussi de transcrire l'ADN, vont permettre de l'écrire en fait, vont permettre de le traduire, voilà. Et Et donc cette protéine P53, il y a un danger dans la cellule fait face à un stress, à un danger, et pour y faire face, elle fait intervenir cette protéine pour réparer l'ADN, pour protéger la cellule en attendant que le danger passe. Vous comprenez? Donc c'est cette protéine P53 qui aide la survie cellulaire, qui la protège. Mais quand le stress est trop long, il y a trop de protéines de P53 qui rentrent dans la cellule, et c'est cette même protéine qui aide à réparer l'ADN et donc à survivre, qui choisit de faire en sorte que la cellule elle rentre en apoptose, c'est-à-dire qu'elle meurt. Donc c'est la même protéine qui s'occupe du destin cellulaire, qui a le droit de vie ou de mort sur une cellule. Et celle-là, elle est sensible au stress. C'est-à-dire que le stress dans la vie d'un humain, il peut à la fois causer sa survie ou sa mort. Tout va dépendre le temps et l'intensité. Et donc vous êtes sur la loi de neuroanatomie qui s'appelle la loi du tout ou rien. Et donc vous comprenez que le stress, il n'est pas négatif en soi. Il n'est pas néfaste. Quand on dit, il ne faut pas stresser, si, il faut stresser, mais il faut du bon stress. Et surtout, il faut gérer ce stress. C'est que si c'est le stress qui désadapte à faire face à une situation, qui désadapte à l'effort, on se doute que c'est le stress qui va permettre de nous réadapter. Mais comme vous connaissez la réadaptation un peu maintenant, j'espère, à travers mes vidéos, vous allez savoir qu'il va falloir le doser ce stress. Il va falloir
doser la contrainte qu'on applique sur les tissus ou sur les cellules pour qu'elles puissent faire face. Donc il va falloir entraîner le corps de manière progressive. Et donc le modèle de la tenségrité biologique est un modèle autocontraint. Et je vous rappelle que j'ai publié un article qui s'appelle « La douleur, un modèle de tenségrité biologique ?» point d'interrogation, en revue médicale. Et donc voilà, n'oubliez pas ça, que le stress n'est pas néfaste, c'est le stress prolongé. Le stress n'est pas néfaste en soi, c'est le stress prolongé qui est néfaste. Le stress, il est bénéfique, il fait que je peux m'adapter et faire face à différentes situations. Donc le stress, il favorise en réalité ma résilience, ma volonté. Et il m'aide à être plus flexible, à être moins figé, à faire face à telle ou telle situation. Vous comprenez? Il faut être adaptable. Et donc nous, on est des bipèdes. Et donc on est des bipèdes, et si tu regardes, on n'a pas de griffes, on n'a pas de dents, mais on est debout, donc on peut voir les prédateurs à l'horizon. Je pense que c'est pour ça qu'on est bipède. Et on voit que les chats, c'est des animaux très souples, les guépards, c'est des animaux très souples. On voit que le guépard, il court à 112 km/h, c'est l'animal terrestre le plus rapide de la Terre, le mammifère terrestre le plus rapide de la Terre, il fait 112 km/h. Le guépard, il s'étire, il est souple. Le chat, je le jette d'un toit, le record du monde, qui nous vient d'une expérience vétérinaire faite à New York, il peut survivre à une chute de 147 mètres. 147 mètres, ouais, je crois que c'est ça. J'en suis quasiment certain, ouais. Et ça s'appelle le syndrome du chat parachutiste, en fait. C'est que le chat, quand je le jette de assez haut, il a le temps de déployer ses pattes comme ça et de faire comme une montgolfière et de freiner l'air avant d'atteindre le sol. Et le chat, à 147 mètres, le record du monde, il se casse une dent et il se relève normal et il fait ce qu'il a à faire. Donc, et le chat s'étire. Vous comprenez où je vais en venir? Ça veut dire que ce n'est pas la rigidité qui donne la résistance au corps, c'est la souplesse. Mais on est sur des systèmes où on doit quand même être stable. Il ne faut pas être trop souple au détriment de la stabilité. Vous comprenez? Il faut être souple mais pas trop non plus. Il faut trouver cet équilibre longueur-tension. Et qu'est-ce qui trouve cet équilibre longueur-tension dans un corps humain? C'est le cerveau. Donc le cerveau contrôle cette longueur-tension des muscles autour de l'articulation de manière permanente pour faire face à cette gravité. Donc tout est une histoire de stabilité et d'adaptation. C'est ça où je veux en venir. C'est que je peux être fort, mais je peux me blesser quand même si mes muscles ont du retard et qu'ils ne vont pas assez vite pour changer de mouvement, changer de direction, changer de contrainte. Voilà, c'est plus le mot que je cherche. Changer de contrainte, changer de faire face à la contrainte. Quel type de résistance je dois mettre contre quel type de contrainte, vous comprenez? Et donc les muscles, c'est pareil. Ils ont des vitesses de contraction, ils ont besoin d'espace, ils ont besoin de réaction, mais pas trop. Il faut qu'ils soient adaptés et que ça soit correct à la situation. Donc c'est pas une histoire de logique, vous comprenez? C'est une histoire de proprioception, qui est une excitation du corps par rapport à lui-même, un langage interne. Crosstalk, les cellules elles parlent, et la réponse elle est toujours globale. Toutes les cellules se parlent ensemble de la tête aux pieds, et après seulement mon cerveau répond de manière à... Il fait suite à une réponse globale, un pré-langage interne, et le cerveau, il l'unifie avec la mémoire et il répond. Donc vous êtes sur un souci de mémoire. Mémoire cellulaire, mémoire de l'hippocampe, et mémoire du ventre, et mémoire du cœur. Vous comprenez? Partout où il y a des neurones, il y a une mémoire. Et du coup, on voit que c'est ce que je trouvais intéressant, c'est que les animaux, ils ont un gène du langage, et nous, on a le même qui s'appelle le FOXP2. Donc c'est le gène du langage que les animaux ont, particulièrement les oiseaux, mais aussi les singes. Et donc quand l'oiseau chante, c'est le gène FOXP2 qui aide à faire ça, et le singe, lui aussi, il a ce gène. Mais il ne va pas s'exprimer de la même manière que chez les humains. Mais on a le même gène du langage, les humains, que les oiseaux ou les singes. C'est complètement fou. Et je vous dis ça parce que génétiquement, les humains ont la capacité, en tout cas toutes les capacités, d'avoir des glandes à venin. Génétiquement, on a tout le matériel génétique possible qui est là pour avoir les glandes à venin.
mais on n'a pas de... Ouais, c'est ce qui va changer, c'est l'expression. Et donc le gène ne s'exprime que par son environnement. Environnement, les molécules le sang, l'oxygène, les hormones, etc. La tension, la sensation, la mémoire, etc. Donc le système nerveux, le système vasculaire et le système hormonal, vous comprenez? Et aussi, par exemple, on a tout le monde a vu Dragon Ball Z, j'imagine, beaucoup, en tout cas d'entre nous, on connaît Dragon Ball Z, on voit que Son Goku, vous savez, quand il se transforme en singe géant, ils ont les queues des singes, là, les Saiyans, tu vois. Et génétiquement, on a le gène vestige de la queue d'un singe qui est encore dans notre coccyx, d'accord? Et en tout cas, ce gène, tu vas le retrouver quand il va s'exprimer mal chez les humains en maladie génétique qui s'appelle la spina bifida. Et c'est ce vestige génétique animal par rapport à la queue d'un singe ou autre, tu vois, je veux dire, de la queue animale qui fait que je vais développer une maladie génétique. Donc c'est que l'expression qui rend pathologique. Vous comprenez? C'est que la douleur, la maladie n'existe pas vraiment, dans le sens où c'est qu'une expression pathologique. Et qui dit pathologie dit expression épigénétique ou génétique, tu vois. Mais la frontière est beaucoup plus fine entre structure et fonction qu'on pense. La frontière est beaucoup plus fine entre génétique et épigénétique qu'on pense. L'environnement choisit ce qu'il exprime dans le gène, et le gène a un matériel de base. Et les deux vont s'auto-influencer, l'environnement et le matériel dont je dispose de base. Donc, je ne vais pas rentrer là-dedans, c'est pas le but de cette vidéo, mais il y a une très très petite barrière entre la structure et la fonction. C'est gris, il y a une barrière de gris où il y a une interinfluence entre ce que je suis et comment je fonctionne. Et ça, ce qui est entre les deux, vous comprenez, c'est l'environnement. L'environnement, les facteurs environnementaux. Donc comment je vis, mes habitudes quotidiennes, les mouvements que je fais quotidiennement, mon stress, etc. Mes interactions sociales, etc. Donc on a un matériel génétique commun avec les animaux, c'est là où je veux vous conclure. Et ce matériel commun, on parle d'ADN universel. Donc l'ADN, c'est l'adénine, la thymine, la cytosine et la guanine. Et eux, en fait, pour aller plus simple, c'est ATCG, d'accord? Et tous les organismes partagent cet ADN universel, vous comprenez? Donc les similitudes les plus connues, c'est les chimpanzés, on a 98-99% de matériel génétique commun. Et les souris, on est à 85%. Et on voit que c'est très proche. Et donc on voit qu'il n'y a que l'expression qui fait autant de différence, vous comprenez? Et donc, cette expression, je vous l'ai dit, par rapport à la mémoire, elle va d'abord être faite par la sérotonine. Et la sérotonine va agir sur le facteur de transcription génétique universelle de tous les souvenirs dans le cerveau, le CREB, C-R-E-B. Donc ce qui permet l'expression, c'est vraiment les protéines et les facteurs de transcription. Et donc la sérotonine, si tu veux, c'est lui qui va aider à faire tous les souvenirs dans un cerveau, par l'intermédiaire du CREB. D'accord? Et donc si je veux agir sur cette mémoire et sur ces souvenirs, je vous l'ai dit, il va falloir taper dans la peau ou l'intestin pour atteindre le cerveau et changer le comportement. Et donc, ma fonction. Donc quand on regarde le monde animal, on voit que les animaux, comme les étoiles de mer, ils sont capables de se régénérer entièrement à partir d'une seule de leurs branches. Vous avez aussi des salamandres, des geckos, vous avez aussi des vers qui s'appellent les planaires, qui ont des grandes capacités d'auto-régénération. Je vous ai dit, vous avez des poissons qui sont capables de reconstruire des bulbes entiers de leur cerveau, détruits. Et les humains, nous, comme je vous l'ai dit, il y a un compromis. On cicatrise plutôt vite pour permettre aux infections de ne pas rentrer dans notre système, mais on le perd. Cette cicatrisation qui est censée nous avantager suite à un traumatisme direct fait une impasse sur la capacité de régénération, qui est plus lente, et donc elle est plus lente, vous comprenez? Il y a toujours des compromis dans la nature. Ou je cicatrise ou je me régénère, c'est pas exactement pareil. Ou je colmate, ou je reconstruis, c'est pas exactement pareil.
un édifice, vous comprenez? Et il y a toujours des compromis. Donc, on continue. Donc, nous, on se régénère moins que certains animaux, beaucoup moins. Mais malgré tout, on a un cerveau et un corps, en réalité, qui n'est pas aussi statique qu'il en a l'air. On a un corps qui est beaucoup plus plastique, malléable, cette capacité à s'auto-ajuster, d'autogestion, d'autocontrôle, d'homéostasie, c'est-à-dire l'autorégulation de tous les systèmes, c'est-à-dire de l'anarchie. Et on est dans des civilisations occidentales qui nous empêchent justement de... Donc le corps entier, il n'est pas aussi statique qu'on pourrait le penser. Le corps, il est plastique, le cerveau, il est plastique, les muscles sont plastiques. Ils peuvent s'adapter, ils peuvent se remodeler pour faire face à l'instabilité. Et donc il va falloir aider cette plasticité, qu'elle soit musculaire ou cérébrale. Et donc vous avez 4 types de plasticité. Plasticité type neurogénèse, celle qui fabrique des nouveaux neurones, donc ils vont nous venir de l'hippocampe principalement, mais aussi ils peuvent venir au niveau sous-ventriculaire et du bulbe olfactif. Et vous avez des histoires de reconstruction très intéressantes au niveau de la moelle épinière, mais je ne vous en parlerai pas dans cette vidéo, je pense. Je vous en parlerai dans une autre peut-être. Vous avez la plasticité réactive, celle qui se répare. Donc ça peut être le cerveau qui se répare ou le système nerveux périphérique, au niveau des nerfs. Donc le cerveau se répare beaucoup moins facilement que les nerfs. Le système nerveux périphérique qui marche très bien en termes de régénération. Contrairement au système nerveux central, là c'est beaucoup plus compliqué. C'est pour ça qu'on se retrouve avec des maladies neuromusculaires très complexes, parce que le cerveau a sa main mise dessus. Et vous avez la plasticité pathologique ou anormale, c'est-à-dire une maladie, une dysfonction. Et ça ne fonctionne plus correctement. C'est plus un bon schéma de fonctionnement. Et la dernière, une plasticité par l'expérience, celle dont je vous parle tout le temps en réadaptation, parce qu'avec elle, on va pouvoir faire des ponts par l'expérience. Vous comprenez? Et donc quand vous avez un dégât dans un cerveau, un dommage dans un cerveau, le cerveau il est capable de faire du réemploi neural. Ça veut dire qu'il est capable de créer une autre zone du cerveau qui est normalement pas spécialisée pour faire ça. Par exemple, suite à un AVC, il va créer ailleurs une zone du cerveau pour faire le travail de celle qui n'est plus disponible. À tel point, il est plastique et pas statique. Et à quel point il est capable de se remodeler de manière beaucoup plus complexe et effective qu'on le pense. Mais pour ça, il va falloir l'aider. Donc on a tous une réserve cognitive qui n'est pas la même. C'est pour ça qu'on est tous inégaux face aux contraintes, face au stress, face aux stimuli négatifs. Et cette marge de manœuvre, ça s'appelle la réserve cognitive. C'est la capacité où je peux aller au-delà même quand j'ai merdé, si tu veux, en gros. Je peux aller au-delà, je peux continuer à faire face de manière optimale pendant un certain temps quand il y a un souci neurologique ou tu vois, je fais pas de différence entre les muscles et le cerveau, j'en fais presque plus en fait, parce que c'est pareil, vous comprenez. Et donc cette marge de manœuvre te permet de faire survivre le système même quand ça a merdé. Et normalement, si le danger passe, bah c'est bon, j'ai pu compenser un temps grâce à cette réserve cognitive. Mais le problème, c'est que comme c'est trop long, parce qu'on n'est pas sur une médecine de prévention qui va essayer de combattre les facteurs environnementaux qui génèrent cette contrainte, vu que les facteurs environnementaux ne changent pas, je continue à faire face, mais vu que je n'ai pas trouvé de solution, parce qu'on ne m'a pas éduqué à m'interroger sur quels sont ces facteurs environnementaux, le sommeil, le stress, l'alimentation, et surtout le manque de variation de mouvement. Le faux mouvement n'existe pas. C'est le manque de variation qui va poser souci. Parce que quand je renforce une chaîne musculaire, c'est toujours au détriment d'une autre.
Et donc ce cerveau, il a ce qu'on appelle un code neuronal, si tu veux. Et donc le code neuronal, c'est la fréquence, la séquence ou multiplexée. C'est-à-dire que le code neuronal, il parle ou en quantité, ou en ou dans le temps. Tu comprends? C'est comme du morse. Donc vous avez la quantité ou le temps. Et multiplexé, c'est les deux en même temps. Vous avez vraiment un langage au niveau du cerveau comme du morse. Bon, je vous le vulgarise, mais vous avez compris. De la même manière, la moelle épinière, c'est comme des fusibles, une boîte à fusibles. Si je les enlève, j'ai plus certaines fonctions d'un organe ou d'un membre, etc. D'accord? Et ces neurones parlent même entre eux. Ils ont un langage, donc ils peuvent parler tout près les uns des autres, de voisins. Ils peuvent parler à distance les uns des autres, donc ils font ce qu'on appelle de la convergence ou de la divergence. Et ils peuvent même s'auto-contrôler. Ah, ils peuvent s'auto-correctifier, ces neurones. Le circuit part et hop, il revient en arrière. Ah non, je ne le fais pas comme ça. Et ça s'appelle la collatérale récurrente. Et ça, c'est vraiment ce qui va nous permettre d'apprendre. Et donc, dans les plantes qui régénèrent le cerveau, je vous avais fait une vidéo il n'y a pas longtemps sur les secrets de la nature où je parlais de mémoire, donc je vais vous en reciter, qui vont aider à régénérer ce cerveau. Parce que quand on parle de cerveau, on parle de mémoire. Et donc ça va être toutes les plantes au niveau de l'acétylcholine, le neurotransmetteur principal de la jonction neuromusculaire. C'est le même que la contraction musculaire, l'apprentissage et la mémoire. Quand on parle de mémoire, on parle de contraction musculaire. Pas de différence. Quand on parle d'apprentissage, on parle de mouvement, de contraction musculaire. Pas de différence. Donc ça va être le bacopa, la sauge, le romarin, vous vous rappelez. Bien sûr, la crinière de lion, que je vous ai dit qui va agir au niveau BDNF, je vous l'avais écrit, qui va enlever l'inflammation dans le cerveau, qui va aider la survie des neurones dans le cerveau, qui va aussi régénérer les nerfs et donc aider le cerveau à se régénérer aussi, avec des facteurs où il va aider ces neurones à ne pas mourir quand il y a un danger, un stress intégré. Et bien sûr, tout ce qui est oméga 3, DHA, huile de nigel, tout ce qui est graisse, l'huile de coco, ça va protéger le cerveau, les graisses, ça va aider le système lymphatique à fonctionner, le système qui mange les débris cellulaires, qui s'active seulement le soir quand je dors. Donc le sommeil, c'est le meilleur moyen de régénérer un cerveau. De toute façon, c'est simple, hein. La conclusion de tout ce que je vais vous dire, c'est toujours que le sommeil, c'est le meilleur médicament, en plus du reste. Mais en tout cas, si tu dors, tu te régénères. Donc le sommeil, c'est le meilleur outil de régénération du corps entier. Il n'y a aucun consensus là-dessus. Le sommeil, c'est une machine d'autoréparation optimale, la meilleure du monde. Il n'y aura jamais mieux. Sauf peut-être la mort, mais bon. Ou un sarcophage comme dans Stargate. Tu sais, on se met dedans et il nous répare. Mais ça n'existe pas encore. Donc, une plante qui est interdite, qui a prouvé des capacités à régénérer le cerveau, c'est l'ayahuasca. Une vieille plante d'Amazonie qui est utilisée depuis 4000 ans par les indigènes, qui régénère concrètement le cerveau, qui va participer à sa neurogénèse. Et comment elle arrive à faire ça? Parce qu'elle va aider le cerveau à créer des nouveaux neurones, parce que les nouveaux neurones viennent de l'hippocampe. Et l'hippocampe, c'est la mémoire de la spatialisation et du déplacement, mais aussi la liaison de tous les souvenirs. Et l'ayahuasca, c'est une plante hallucinogène qui te met dans un état de conscience altéré, mais qui te fait faire un voyage psychédélique. Donc tu te déplaces avec ton esprit, mais le cerveau ne fait pas la différence entre la réalité et l'imagination. Donc quand ton imagination, tu te déplaces dans des lieux, ton cerveau se déplace dans des lieux comme si c'était physique presque. Ah. Quand je vois quelqu'un faire un mouvement devant moi, marcher, mon cerveau marche un certain pourcentage. J'ai un système dans mon cerveau, les neurones miroirs, je vous en ai parlé plein de fois, qui font l'empathie, l'altruisme et la générosité. Et bien l'ayahuasca va agir aussi sur ces neurones miroirs et donc sur le mouvement. Vous comprenez que les neurones miroirs, c'est l'empathie, l'altruisme, la générosité, mais c'est aussi le même système qui code l'action qui la réalise. Ça veut dire qu'il s'allume quand je fais mon mouvement, quand j'ai l'intention de le faire mais que je ne le fais pas, ou quand je vois quelqu'un le faire. Parce que c'est les neurones du mimétisme. Et donc on est des êtres sociaux.
Et donc l'ayahuasca a des facteurs de régénération du cerveau, certainement la meilleure de toutes. Mais c'est interdit, parce que ça marche. Et parce qu'il n'y a pas de brevet à mettre dessus. Vous comprenez que les molécules de la nature, elles sont parfaites, et donc elles nécessitent peu ou pas de modification, et donc c'est pas brevetable, parce que c'est pas rentable si on peut pas la modifier derrière. Et surtout, on risquerait d'avoir des résultats durables. Vous comprenez que quand il y a une émotion positive, mon cerveau apprend. Et donc le but pour que le cerveau fonctionne et se régénère, c'est de faire appel à sa plasticité synaptique. Vous comprenez ? Et pour faire en sorte qu'il compense moins et qu'il soit le plus flexible possible. Donc il va falloir créer des nouveaux circuits neuronaux. Et donc le meilleur exercice physique pour un cerveau qui va créer des nouveaux neurones, c'est la course à pied. Donc si vous n'avez pas de souci de santé, que vous n'avez pas un souci postural et que vous n'avez pas un mauvais schéma moteur pathogène qui est intégré et qui risquerait de majorer le déséquilibre, vous pouvez faire de la course à pied. Le fait d'augmenter les taux d'oxygène dans mon cerveau et de mettre beaucoup d'oxygène dans un cerveau, ça va l'aider à créer ces nouveaux neurones. D'accord ? Donc le sommeil, la course à pied, et comme je vous ai dit, les plantes qui vont agir sur sa mémoire. Donc de la même manière, il y a une plasticité dans le muscle, je vous ai dit, il y a un turnover. Et donc vous avez les fibres de type 1, c'est-à-dire les fibres rouges, les fibres lentes, et les fibres de type 2, les fibres blanches, qui sont rapides, puissantes, mais pas endurantes, alors que les fibres de type 1, elles sont pas puissantes, mais elles sont endurantes. Alors que les rapides, elles sont rapides, mais fatigables. Donc on parle de fast and fatigable en américain. Et vous avez des fibres intermédiaires, mais en vrai, elles sont rapides quand même. Et dans tous les cas, elles tournent entre elles. Il y a un turnover. Donc ce que je veux vous dire, c'est que si je prends ma fibre musculaire, par exemple de type 1, et que je change le câblage, au niveau nerveux, ça va devenir une fibre de type 2. Donc les fibres de type 1 peuvent devenir des fibres de type 2 et les fibres de type 2 des type 1, potentiellement. Et donc c'est comme le cerveau, vous comprenez, on s'en fout. Ce qui compte, c'est le fonctionnement, plus que la structure, en réalité. Et donc ce qui compte, c'est plus l'épigénétique que la génétique, en réalité. Cette génétique déterminante, elle arrange surtout pour nous faire oublier ce potentiel régénératif qui est en chacun de nous, puisqu'il est présent dans certains animaux. Et on partage un ADN universel, je vous l'ai dit, et commun, avec les animaux et les plantes. Notamment la diméthyltryptamine, la substance active de l'ayahuasca qui fait que j'ai mes visions. Les rats, ils ont une glande pinéale, ils sécrètent de la diméthyltryptamine, de la DMT. Les plantes, elles n'ont pas de glande pinéale, mais elles produisent de la DMT, de la diméthyltryptamine, l'hormone du rêve. Pourquoi les plantes ont besoin de rêver ? Parce qu'on est sur une molécule universelle. On est vraiment sur la molécule de l'esprit. D'accord ? Comme il dirait le docteur Rick Strassman. Et donc pour aider cette plasticité musculaire, bien sûr, le meilleur exercice, la meilleure chose à faire, c'est effectivement le mouvement, comme toujours, remettre de la connexion muscle-cerveau, plutôt cerveau-peau-muscle, moi l'épinière-cerveau, c'est plus ça le chemin, bon, c'est pas grave. Mais vous avez compris, c'est que le mouvement lui-même va aider à la régénération du muscle, puisque je vais le repercevoir, donc je vais le percevoir consciemment avec mon cerveau, et inconsciemment, et donc je vais lui amener les nutriments qu'il a besoin, je vais lui amener l'oxygène qu'il a besoin, le magnésium qu'il a besoin, vous comprenez, les électrolytes qu'il a besoin pour fonctionner, les hormones qu'il a besoin pour fonctionner, alors que quand il y a une douleur, il y a trop d'acide dans le muscle, et il n'y a pas d'oxygène, donc il n'y a pas de nutriments, et il n'y a pas de connexion muscle-cerveau. Vous comprenez, on est sur un environnement cloisonné, comme un sas. C'est ça, vous comprenez, c'est ça la maladie, c'est des sas. C'est que les cellules ne se parlent plus assez entre elles. On est sur un problème de communication cellulaire, en vrai, une maladie. Et donc, n'hésitez pas à regarder tout ce qui est anti-inflammatoire, comme d'hab, l'arnica, le curcuma, le gingembre, la prêle des champs, griffe du diable, Boswellia serrata, tout ce qui est cataplasme, par exemple avec du piment, de la menthe des champs, de la Gualtérie couchée,
qui est similaire à l'aspirine, d'accord? Donc je ferai une vidéo que sur les cataplasmes, donc n'hésitez pas, voilà. Les crèmes avec des huiles essentielles anti-inflammatoires, les tisanes, moi je suis beaucoup pro-tisane, gérer cette inflammation. Donc la crinière de lion, c'est aussi un anti-inflammatoire, je vous l'ai déjà dit, comme le curcuma, un anti-inflammatoire systémique, ça veut dire qu'il tape partout. Donc ce qui va aider à régénérer les nerfs et cette plasticité réactive, comme je vous l'ai dit, périphérique, on a une bonne régénération, elle est au top, mais centrale au niveau du cerveau, c'est zéro. C'est beaucoup plus lent, beaucoup plus dur, parce qu'il va falloir faire appel à notre régénération et avoir beaucoup plus de facteurs environnementaux. Il va falloir du sommeil, il va falloir gérer le stress, gérer le modèle biopsychosocial, les autres, l'art par exemple, la musique, faire appel à votre imagination par tous les moyens et votre créativité pour pouvoir faire et le mouvement bien sûr. Vous comprenez qu'un mouvement c'est intention, planification, exécution. Donc si j'ai plus ma plasticité dans mon cerveau, j'arrive plus à faire travailler mes neurones qui se parlent entre eux assez pour imaginer le futur autrement et trouver une solution parce que j'ai oublié. Donc c'est pas qu'on peut plus, c'est qu'on a oublié. Donc ce qui va aider à régénérer le système nerveux, je vous ai dit, c'est que vous avez, je vous ai dit, en fait vous avez le système nerveux, vous avez le système nerveux central plus périphérique, d'accord, ça fait le système nerveux, vous comprenez. Donc la neurogénèse c'est dans le système nerveux central, donc je vous ai dit c'est l'hippocampe. L'hippocampe normalement il parle au cortex et l'amygdale il parle trop quand il y a un stress intégré. L'amygdale, c'est l'alarme du cerveau, et quand ça gueule trop, ça fait que les aires du cerveau ne parlent plus entre elles, et que l'hippocampe ne parle plus avec le cortex. Et donc, on n'arrive plus à créer des nouveaux souvenirs. C'est ça que ça veut dire. Et un souvenir est une construction. Et donc, ce que je veux vous dire, c'est que voilà, il ne faut pas oublier les thérapies cognitives et comportementales, même pour ce genre de soucis. Et donc, vous avez aussi une réparation axonale au niveau périphérique qui est possible. Et tout ceci, toute cette plasticité réactive, en fait, elle va dépendre d'un modèle de plasticité synaptique qui est le modèle de la potentialisation à long terme. Donc je vous ai dit, quand vous devez faire un mouvement, vous le faites 2-3 minutes par jour pour permettre un ancrage cortical pendant minimum 1 mois et demi, 2 mois minimum pour avoir de l'ancrage cortical. Donc la musculature va changer visiblement à partir de 3 mois. En général, ça sera visible à l'œil nu au bout de 3 mois. Mais il faut 1 mois et demi, 2 mois pour reprendre la commande motrice. Donc pour réparer quelque chose, dans tous les cas, il va falloir du temps. Pour régénérer quelque chose, il va falloir du temps et de la répétition et de l'expérience, des ponts par l'expérience. Donc les nerfs, en temps normal, ils se régénèrent de 2-3 mm par jour à peu près, mais faut-il qu'ils aient l'espace autour pour le faire? Vous comprenez qu'un muscle qui ne fonctionne pas, il s'épaissit, et comme il s'épaissit, il fait de la compression nerveuse, il comprime les nerfs dessous, donc ils ne peuvent pas se régénérer comme il faut. De la même manière, si le nerf il est comprimé, c'est une neurocompression, donc un syndrome canalaire, il vient se coincer, il vient se faire comprimer, ou donc c'est la gaine du nerf qui est irritée, ou le nerf il est irrité dans sa gaine, et là c'est un syndrome neurodynamique, il est trop étiré. Mais ça va être encore une fois une histoire de répartition globale des tensions. Il faut répartir les tensions de manière homogène. Les tendons et les ligaments eux-mêmes tendus font que les muscles compriment les articulations, et dessous on a les nerfs. Vous comprenez? Donc les nerfs vont pouvoir se réparer, mais comme toujours c'est pas aussi simple, vous comprenez, hein. Il y a une histoire de taux d'énervation, c'est que s'il n'y a vraiment pas assez de nerfs, je ne vais pas reprendre la fonction. Mais si on a assez, je vais y arriver. Donc il y a un taux d'énervation qui est variable, qui va définir ou pas, qui va nous limiter par rapport à quel point je peux me régénérer. Vous comprenez? C'est un peu comme l'histoire des greffes, si tu veux. Et donc ça va dépendre de la blessure, de la maladie, ou par exemple suite à une intervention post-opératoire où je vais perdre des cellules nerveuses, je vais stresser des cellules nerveuses. Et donc ce qui va aider ça à réparer les nerfs, comme toujours, c'est la crinière de lion. Donc il va falloir des graisses pour que le cerveau fonctionne, des exercices physiques quotidiens pour oxygéner le cerveau, les nerfs, que l'oxygène permette d'atteindre les 4 membres, les jambes et les bras, vous comprenez? La respiration est fondamentale, hein. Donc les exercices respiratoires évidemment, la marche, la méditation pourquoi pas, etc. Quand je parle de respiration, je ne parle pas de sophrologie, je parle de réhabilitation respiratoire. Donc ventre, thorax, côte,
transverse, périnée, etc. On descend le diaphragme en piston, prend l'expansion dans les côtes en 3 dimensions, etc. Le sommeil qui va tout régénérer. Ok, donc j'espère que ça vous a intéressé. On va finir par tout ce qui est cartilage et plus, enfin os, mais surtout cartilage. Donc la régénération du cartilage. Donc, excuse-moi, je regarde mes messages vite fait. Ok. Donc la régénération du cartilage, c'est toujours un concept un peu sujet à consensus. Donc on nous a longtemps dit que le cartilage ne pourrait pas se régénérer. C'est pas vrai, le cartilage peut se régénérer. On nous a longtemps dit que quand on avait de l'arthrose, il ne fallait pas faire d'exercice physique. Pendant des années, la médecine moderne a dit aux gens de ne pas bouger quand on avait mal. Il fallait faire tout le contraire. Vous savez, on a les Occidentaux et les humains civilisation moderne, ils ont une pensée trop anthropomorphique, civilisante. Ils ont oublié qu'on fait partie de la nature et que, comme on est des êtres vivants, il faut penser de manière anti-intuitive. Le corps, il sait ce qu'il a besoin. Et ce qu'on a besoin, c'est pas toujours ce qu'on veut, c'est ce qui est nécessaire. Et ça, il faut bien le comprendre. Donc la dernière chose à faire quand on a des douleurs, c'est de rester immobile. Parce que le stress, c'est déjà une immobilisation forcée, intégrée par le cerveau. Et donc ils ont vu que les gens qui courent trop, ils ont de l'arthrose au genou, les marathoniens par exemple, mais ils ont vu que les gens qui ne courent pas assez, ils ont de l'arthrose aussi. Donc tout est une histoire de dose et de gestion de pression, gestion de contraintes, gestion de charge, de pression, de compression que je mets sur mes tissus, pour qu'ils s'adaptent ou pas. Moi le cartilage, je ne le mets pas dans les... Le cartilage, si tu veux, il n'est pas énervé. Il n'est pas énervé, donc j'essaye de parler un peu moins, parce que mon pote il me disait que je parlais un peu trop vite, donc j'essaye de travailler dessus. Mais voilà, le cartilage, il n'est pas énervé, donc il est insensible à la pression. Donc techniquement, il ne peut pas être douloureux. Ce qui va faire mal, c'est l'inflammation que l'arthrose va générer. Ça va stresser les tissus environnants, ça va stresser tout ce qui est mou, le périoste, etc. Et les mécanorécepteurs articulaires. Mais en soi, le cartilage ne fait pas mal. L'arthrose en elle-même ne fait pas mal. La dégradation du cartilage en elle-même ne fait pas mal. C'est tous les phénomènes inflammatoires que ça régénère autour. C'est pour ça qu'on parle de douleur d'origine inflammatoire. Nocturne, c'est articulaire. Et donc le corps a une capacité de créer un néocartilage qui sera certes moins résistant, mais il sera là quand même. Et donc cette régénération du cartilage, j'ai voulu vulgariser comme ça, c'est un peu comme les nerfs. Cette régénération du cartilage va dépendre du taux de vascularisation indirecte. Parce que, comme je vous l'ai dit, il n'y a pas d'innervation, il n'y a pas de vascularisation directe. Mais il y a une vascularisation indirecte malgré tout. Parce que le cartilage, il baigne dans le liquide synovial. Et donc ce liquide synovial va transporter les nutriments et l'oxygène pour qu'il puisse se régénérer. Et ce phénomène, ça s'appelle de l'imbibition. Donc le cartilage peut se régénérer par imbibition en baignant dans le liquide synovial. Et ça va absorber les molécules et hydrater le cartilage pour qu'il puisse se réparer. Vous comprenez ? Donc c'est lent mais pas impossible. C'est long mais pas impossible. Comme les tendons, je vous l'ai dit, ils sont faiblement vascularisés, donc c'est plus long à réparer qu'un muscle. C'est pour ça qu'on parle de tendinite. Et que même quand le muscle a appris, le tendon va avoir besoin de plus de temps pour apprendre. Parce que le tendon, il a une biochimie propre. Le tendon, c'est le cerveau du muscle, c'est un tensiomètre. Il dit à mon cerveau, le muscle est contracté ou pas. Le tendon, c'est l'organe neurotendineux de Golgi. Ou Golgi. D'accord ? Et du coup, le tendon, il donne à mon cerveau l'état de contractilité du muscle en temps réel. Et donc, vous comprenez, quand on parle de tendon, on parle de cerveau, à la fin. Et le tendon, va falloir le charger
pour l'aider à se régénérer. Il aime la charge. Il va falloir le régénérer en le mettant en contrainte progressive. Donc le tendon, il faut le charger pour qu'il se régénère. Il faut le faire porter du poids. Il ne veut pas pouvoir le porter tant que je ne suis pas sûr d'être assez stable au niveau de mon tronc. Au niveau de la gestion de pression, est-ce qu'il y a un retard de transverse, de contraction de transverse, est-ce qu'il y a une inhibition motrice ailleurs, etc., etc., etc. Une inhibition réciproque, etc., c'est-à-dire des équilibres musculaires, ou posturales, ou une raideur articulaire, ou une hypoextensibilité locale. Et donc ce liquide synovial, comme je vous l'ai dit, va amener les nutriments et l'oxygène, et donc le mouvement lui-même va aider le liquide à se déplacer dans l'articulation. Imaginez, c'est comme l'articulation elle est là, elle est dans le liquide synovial, si elle ne bouge pas, elle passe pas assez sur les surfaces articulaires pour hydrater l'articulation. Donc il va falloir faire du mouvement pour hydrater les cartilages pour qu'ils puissent se régénérer. Donc des mouvements doux, etc. Vous comprenez ? Faire de la mobilité articulaire douce. Et de toute façon, dans les mois qui viennent, probablement dès le mois prochain, je vous ferai une vidéo de mobilité articulaire douce qui sera tout à fait adaptée à des mouvements articulaires pour régénérer vos cartilages. Ça sera et gérer un peu vos douleurs articulaires. Ça sera totalement adapté pour les articulations. Donc abonnez-vous, likez, partagez, etc. Donc dans les nutriments qu'on a pour aider ce cartilage à se régénérer, on a bien sûr la vitamine C. Donc la meilleure forme de vitamine C, c'est la liposomale, d'accord, qui va aider à synthétiser le collagène. Et le collagène fait de la cohésion cellulaire. Il va aider à maintenir la structure. Alors que l'élastine, c'est de l'élasticité. D'accord ? Donc la vitamine D, la vitamine E, ça va être bon pour les articulations. Bien sûr, ce qui est connu, le glucosamine, la chondroïtine, le MSM, donc tout ça, c'est des trucs qui sont naturels. Le MSM, c'est naturel. Le glucosamine, il va aider à structurer les cartilages. L'acide hyaluronique va lubrifier le cartilage, lubrifier le système. Donc il diminue à un certain âge. Donc vous me connaissez, je sais que vous avez beaucoup de compléments alimentaires où ils vendent gluco, chondro, MSM, etc., acide hyaluronique en complément. Vous connaissez ma tendance à aimer les choses naturelles et pas chères en traitement de fond. Naturellement, la nature, elle donne tout. Il n'y a que à prendre. Il n'y a que à tendre la main et c'est tout. Donc la chondroïtine, vous allez les avoir dans les carapaces de crevettes. Donc n'hésitez pas, je sais que c'est un peu bof, mais à faire des soupes de crevettes par exemple. Vous allez avoir votre chondroïtine naturellement dans les crustacés, dans les carapaces de crustacés. Donc pourquoi pas en soupe ? C'est une bonne idée. Le collagène, vous allez pouvoir l'avoir où de manière naturelle ? Dans le cartilage du poulet. Donc n'hésitez pas à faire des bouillons d'os de poulet et manger le cartilage de poulet. Et le cartilage de poulet, en vrai, au niveau collagène, il est mieux que le bœuf, parce qu'il est plus proche au niveau de notre ADN, au niveau, je crois, du collagène de type 2. Au niveau de l'ADN, on assimile mieux ce collagène de poulet que celui-là du bœuf. Donc n'hésitez pas à faire des bouillons d'os. Bon, même si vous faites des bouillons d'os de bœuf, c'est bien, peu importe, vous comprenez ? Donc on n'y aurait pas pensé à première vue, mais moi je vous ai mis dans la régénération du cartilage la créatine. Parce que la créatine va aider la fonction musculaire. Et la créatine va agir sur les taux d'énergie dans la cellule. La créatine agit sur l'ATP. L'ATP, c'est la pile chimique de la cellule qui fait son énergie. Et donc, on sait que le point trigger, c'est une crise énergétique de l'ATP, que la créatine va agir sur cet ATP. Bon, bien que ça ne va pas casser le point trigger, ça va être positif, ça va aider le système. Ça va même aider le cerveau, la créatine. Donc la créatine, c'est pas un produit dopant en soi. La créatine, on la retrouve naturellement dans certains aliments. Dans la viande, dans les poissons, dans la volaille, etc. Mais en faible quantité, c'est difficile d'avoir de la créatine. Donc n'hésitez pas à vous supplémenter en créatine monohydrate. Monohydrate micronisé par exemple, si c'est un peu dur pour l'estomac. Et du coup, ça peut indirectement aider la fonction musculaire et donc faire moins de pression au niveau des cartilages et des os. Donc ça peut être positif. Ok ? C'est pas très cher. C'est pas très cher. Regardez la marque Wave World, comme d'habitude, ou une autre marque, tant que ça vous va. Donc, pour les os et les cartilages, le dernier que je vous ai mis, c'est le silicium organique. Donc, le silicium organique, ça va aider
à reminéraliser les os et ça va aider à synthétiser l'acide hyaluronique et donc à réparer ce cartilage en l'hydratant. Et donc le silice organique, je sais que vous en avez beaucoup. Je vous conseille de le prendre en liquide malgré tout. Vous allez mieux l'assimiler qu'en comprimé, d'accord, ou en gélule ou quoi. Donc il y a beaucoup de marques. Je ne vais pas toutes les lister. Je ne suis pas VRP, je ne suis pas pharmacien ni docteur. Je ne suis pas un VRP d'une marque. Je ne suis pas payé à prescrire. Mais voilà, renseignez-vous. Si vraiment vous y tenez, je vous enverrai en message privé quelques marques. Ou de toute façon, j'ai mis un post sur Insta et sur Facebook où je vous liste quelques marques de silice organique qui peuvent vous convenir. Moi, par exemple, je sais qu'il y a Terravita, ça a l'air pas trop mal ce qu'ils font. Euh, et il y en a une autre, mais j'ai oublié, je sais plus comment ça se prononce en fait, j'ai pas envie de dire une connerie. Euh, mais voilà, vous connaissez mon principe à aimer ce qui est naturel et ce qui est, je peux répéter, qui est pas cher. Donc le silice organique, vous allez aussi l'avoir dans une plante qui s'assimile très bien, c'est l'ortie. Donc n'hésitez pas à faire des tisanes d'ortie. Vous allez avoir du silice organique quand même et ça va aider cette reminéralisation. Donc sur Amazon, je sais que la tisane d'ortie, tu la trouves à 30 € le kilo en vrac. Donc sur l'année, il n'y a aucun problème. D'accord. Donc je suis pas trop fan des cures d'attaque, je suis plus fan des cures prolongées un peu tout le temps. Le temps que je puisse retrouver mon adaptation. Vous comprenez, après j'en aurai plus besoin. D'accord. Donc l'ortie, je vous en parle parce que c'est une forme soluble qui va bien se dissoudre, qui va bien être assimilée. Donc pas les racines, les feuilles. Et n'oubliez pas que le point trigger comprime la facette articulaire. Et donc n'oubliez pas de vous automasser pour soulager vos articulations et vos cartilages. Et donc le silicium va faire de la reminéralisation osseuse et le calcium va aider tout ça. Et la vitamine D va aider à fixer le calcium. C'est pour ça que je vous l'ai écrit plus. Ouais, D, ouais, je vous l'ai écrit. Et le point trigger va aussi, je vais bientôt finir, t'inquiète. Et le point trigger va aussi empêcher l'étirement complet du muscle, le mettre en relaxation incomplète, le mettre en faiblesse de protection et en faiblesse d'endurance. Et donc, il va falloir travailler la fonction musculaire. Vous comprenez que le système numéro 1, c'est pas le système osteoarticulaire, c'est le système myofacial. Le but, c'est de soulager le système myofacial. Et donc, pour ça, il va falloir soulager le système nerveux et pourquoi pas soulager le système ostéo-articulaire. Mais le système numéro 1, c'est pas un autre système que le système myofacial. Parce que la machine primaire de la vie, c'est l'appareil locomoteur. Et donc, vous pensez de manière contre-intuitive en réalité. C'est-à-dire que moi, je suis praticien de médecine alternative et holistique. Ceux qui ne me connaissent pas, je fais de la fasciathérapie, de la posturologie. En vrai, je fais de la réadaptation plus qu'autre chose. Hein, d'accord. Je fais de la micronutrition, je fais du coaching en neurosciences cognitives. Et j'essaye surtout de mettre les gens en autonomie pour qu'ils aient une vision globale. Et donc, j'ai une approche intégrée et relativement complète. Mais je vous dis ça pour que vous n'oubliez pas que les vieux ostéopathes anglais disaient quand vous avez affaire à un problème physique donc, ou de santé, peu importe, il faut traiter le problème secondaire et le problème primaire se résoudra de lui-même. Et ils ont raison. Il faut penser de manière contre-intuitive quand on parle de pathologie. Il faut faire preuve d'ingéniosité. Donc en corrigeant les facteurs pour corriger la fonction qui est déficitaire, qui est dysfonctionnelle. La pathologie, c'est une dysfonction. C'est un conflit non résolu en attente de solution. Et comme je vous l'ai dit, le sommeil, c'est le meilleur médicament, peu importe de quoi. Parce que le rêve, c'est une zone de résolution de conflits inconscients pour le cerveau, où il va être dans un état hyper intégratif. Quand je rêve, mes yeux bougent, mon cortex et mon hippocampe, ils se déconnectent, mais sont dans un état hyper intégratif. Et quand j'arrête de rêver, je consolide ma mémoire, et là, le cortex et l'hippocampe, ils se coordonnent, et la mémoire, elle se grave, et je consolide mon comportement. Et donc, ma réponse immunitaire. Vous comprenez ? Donc, au-delà de tout ça, c'est intéressant tout ce que je vous ai dit, tu vois, par rapport aux plantes et tout, et aux compléments, c'est intéressant. Mais au-delà de tout ça, la meilleure, pour moi, l'avenir de la régénération humaine, ça serait les cellules souches, évidemment. Donc, je vais vous finir là-dessus, mais avec un cheveu humain, une cellule souche d'un cheveu humain,
je suis capable de faire les 2 tiers du corps humain en totalité. Un cheveu, une cellule, un cheveu. Je fais les 2 tiers, je suis capable de reproduire avec une cellule souche d'un cheveu humain les 2 tiers du corps humain entier. Il est certain que les cellules souches, je vous ai dit, vous avez des unipotentes qui sont capables de reproduire, de se différencier que dans un type. Les totipotentes qui sont capables de se différencier dans tous les types du corps humain, et les pluripotentes qui sont capables de faire plusieurs choses, mais si j'ai bonne mémoire, pas ce qui est embryonnaire, un truc comme ça. Mais il est certain que le futur de la régénération humaine, elle est dans les cellules souches. Et je comprends pas que ça prend trop de temps, et je comprends pas que c'est pas répandu dans nos médecins généralistes. Je comprends pas. Je pense que les cellules souches, c'est l'avenir, et qu'on a un potentiel gigantesque dans les cellules souches pour se régénérer comme certains animaux le font déjà. Et on est des animaux. Donc c'est sûr qu'en plus on est sur des trucs autologues. On est sur des cellules souches autologues. Vous comprenez ? Il n'y a pas de risque de rejet presque. Ou pas. Vous comprenez ? Il n'y a pas de risque de rejet parce que c'est autologue. Ça veut dire qu'on pourrait soigner les gens en leur prélevant leurs propres cellules souches et les soignant avec leurs propres cellules souches. Vous comprenez que les cellules souches, c'est des poules. C'est des poules, il y a des poules, des réservoirs de cellules souches, il y a des poules. Et donc on en a un certain nombre. On n'en a pas beaucoup, mais on en a un certain nombre. Donc on pourrait les multiplier en laboratoire, en les faisant multiplier, et on pourrait les réinjecter avec le matériel de la personne elle-même. Donc on a un risque de rejet qui est proche de 0, et on a le corps se reconnaît, puisque c'est son langage, c'est son tissu, c'est son ADN, et c'est biologique. Et ça fait appel à notre régénération animale, qui est toujours là. Elle est là, notre régénération animale, elle est juste endormie. Donc je suis sûr qu'avec les cellules souches, on pourrait réveiller notre capacité de régénération animale que la médecine allopathique, la médecine remboursée, la médecine de prescription ne donne pas. Elle n'a pas cette vision, vous comprenez ? Elle n'a pas cette vision que je vous donne. D'accord ? Je suis sûr que le corps, il a tout en lui pour s'auto-régénérer. Il est capable de tout faire. Et je pense qu'avec des cellules souches, on pourrait faire, même si on ne croit pas en Dieu, on pourrait faire des miracles. Donc la médecine de l'avenir, il ne fait aucun doute que c'est la médecine des cellules souches, la thérapie des cellules souches, les thérapies génétiques. On va pouvoir vraiment modifier les gènes, ou du moins agir sur leur expression avec des silencers ou des enhancers, c'est-à-dire des choses qui vont au contraire activer mes gènes ou les désactiver, les rendre silencieux ou les exacerber, vous comprenez, les rendre sensibles. Je suis sûr qu'on devrait être plus sur des approches de modification environnementale pour que mon poisson dans le bocal, au lieu d'être dans le bocal, je le mets dans un lac et il devient gigantesque. Vous connaissez cette métaphore peut-être ? Je prends un poisson rouge, c'est prouvé, hein, je prends un poisson rouge, si je le mets dans un bocal, il ne va pas grandir. Il sait que le bocal, il est trop petit et il ne va pas grandir, et il va avoir plein de maladies, il va être triste dans sa vie, c'est une torture un poisson en bocal. Mais si ce poisson en bocal, je l'avais mis dans une mare, un étang, et ben il serait devenu une carpe géante, le même poisson. Donc on voit à quel point l'environnement va changer ma génétique. À quel point l'environnement va changer ma génétique, au point de faire en sorte que je suis un poisson, ou je suis un poisson de bocal à la con, ou je suis un espadon royal. Donc il faut agir sur, et les humains c'est pareil, il faut agir sur l'environnement pour faire en sorte qu'on devienne des espadons royaux. Je rigole, t'inquiète. Mais où est-ce que je veux dire de la même manière, l'alimentation va agir au niveau de l'expression génétique par la méthylation. Vous savez qu'il y a des reines, la reine des fourmis ou des abeilles, je crois que c'est les fourmis, mais c'est une des deux, je crois que c'est les fourmis. Si je change sa nourriture, il y a plusieurs larves. Si la larve, je lui donne de la gelée royale ou je sais plus quoi, ça va devenir une reine, mais si je lui donne autre chose, ça va pas devenir une reine, ça va devenir un ouvrier ou un soldat, etc. Donc la même larve de base, le même matériel génétique de base, si je change son alimentation, ça va faire une reine, un ouvrier ou un soldat. À quel point l'alimentation va agir sur l'expression génétique.
mais l'alimentation ou autre. Ça y est, on est des adultes, elle est finie notre génétique. Là, il faut là, on est dans l'expression, vous comprenez? Le, 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 le cerveau, il est fini structurellement à partir de 21 ans. Et il va être mature seulement à partir de 33 ans. Et vous avez des phases critiques de neurodéveloppement, et elles sont pendant l'enfance. Je vous en avais un peu parlé. Vous avez des fenêtres où là, il faut apprendre, il faut le faire marcher, l'enfant, il faut le faire parler, il faut le faire écouter du langage de la mère, il faut le faire interagir avec les autres. Si j'ai raté cette fenêtre, ce temps très court, critique de neurodéveloppement, je vais lui faire des lacunes toute sa vie, l'enfant. Et on se retrouve avec des gens qui ont des soucis d'anxiété, des gens qui ont des soucis d'attachement anxieux évitant, des gens qui ont des soucis de confiance en eux, on va les rendre sensibles aux dépressions, on va direct définir leur comportement. Vous comprenez, l'enfance va définir leur comportement, va agir forcément sur cette réserve cognitive dont je vous parlais. Et donc, pour être le plus intelligent possible, et je vais finir sur cette conclusion, c'est de faire le but pour rendre votre corps le plus intelligent possible et donc qu'il puisse faire face le plus physiologiquement possible à une maladie, même si j'aime pas le mot, à une dysfonction, peu importe, c'est de rendre votre corps plus intelligent. Et comment on fait pour le rendre plus intelligent? Va falloir faire le maximum d'interactions. Parce que l'intelligence, c'est l'interaction acquise à travers l'environnement. D'accord? Donc c'était relativement complet, j'espère que ça vous a intéressé les amis. Donc je vous fais des bisous, je pense que je vous ferai une vidéo exercice. Vous avez remarqué, je vous fais une vidéo théorie, une vidéo exercice. Comme ça vous met un peu, on reste pas toujours dans les mêmes thèmes. Donc je vous remercie de votre soutien. N'hésitez pas à m'envoyer un petit message ou un petit commentaire privé si vous avez une question précise, hein, j'y répondrai si je sais. Si je sais pas, je sais pas, mais je vous répondrai, je prendrai le temps de vous répondre dès que je peux, il n'y a pas de problème. Hein. Et voilà, donc n'hésitez pas à me consulter dans la vraie vie si vous avez une pathologie, peu importe laquelle, si je peux vous aider, sommeil, stress, dépression. Et ma spécialité, c'est effectivement les douleurs chroniques, donc tout ce qui est algie, polyalgie, peu importe, lombalgie, post-opératoire, voilà quoi. N'hésitez pas. Beaucoup de courage. Je vous fais des gros bisous les amis. Merci à tous ceux qui me soutiennent. Je sais qu'il y a quand même quelques personnes qui me suivent. Donc j'ai une super communauté bienveillante. J'ai vraiment une très bonne communauté. Donc je vous remercie. N'hésitez pas à rejoindre mon groupe Facebook, Reset Trauma. Il y a 5400 personnes bientôt. Instagram, je suis pas trop présent dessus. De toute façon, je suis pas une meuf à poil, OnlyFans. Donc Instagram, c'est pas trop mon truc. Ce truc de narcissique, j'ai un peu du mal. TikTok, pareil, je comprends pas trop le principe encore. Je suis pas encore. Je sais pas, tu regardes. Je rigolais avec mon pote hier. Je disais, tu cherches un truc sur ton téléphone, sur Google, et 3 secondes après, tu te retrouves perdu dans des vidéos qui n'ont aucun sens, avec des ânes qui font de la flûte avec leur nez. Et ils captent nos intentions, ils volent notre attention. Et c'est ce qu'on a de plus précieux, notre attention. Donc, tu vois, je me suis acheté une montre connectée il n'y a pas longtemps pour justement, quand j'ai mes notifications, je regarde sur ma montre avant d'être sur mon téléphone et pas avoir le piège de je me fais voler mon attention par ces contenus inutiles qu'on est pollué, quoi. On est pollué. Donc, concentrez-vous sur l'essentiel, priorisez-vous. Le meilleur médecin, c'est le médecin intérieur, c'est vous-même. Et il y a une solution à tout. Il faut juste faire preuve de patience, faire des essais, faire des erreurs, et on apprend par l'échec. Et ce qui compte, c'est la direction. Donc si vous êtes sur la bonne direction, même si les résultats ne sont pas encore là, eh ben les résultats vont arriver un jour ou l'autre, d'une manière ou d'une autre. La clé, elle est en vous, et on a tous les ressources nécessaires pour être la meilleure version de nous-mêmes. Donc je vous fais beaucoup de bisous, et je vous remercie.